Moi, je vais présenter un exemple d'intégration des technologies d'information, de technologies d'information et de communication. C'est un scénario d'apprentissage mobile en situation de collaboration pour apprendre de la physique. C'est un exemple de recherche qui a été faite à l'AMATI de Montréal. C'est la maison des technologies d'apprentissage Roland Giguère à Montréal. Et c'est une institution tripartite entre l'École polytechnique de Montréal et l'Université de Montréal et aussi le NCG de Montréal. Donc, ce matin, la question qui était posée, c'est comment intégrer d'une manière efficace les technologies d'information et de communication en salle de classe et plus particulièrement quels sont les apports de ces technologies pour l'apprentissage. Donc pour moi, le plan de la présentation sera constitué de 3 parties. La première partie, c'est l'apprentissage mobile. Je vais essayer de donner une définition de l'apprentissage mobile. Et après, je vais essayer de donner les étapes pour la conception et l'élaboration de scénarios d'apprentissage mobile. Et après, c'est au 3e point, je vais aborder quelques apports de ce scénario d'apprentissage mobile. Bon, pour l'apprentissage mobile, il faut tout d'abord signaler l'émergence rapide des dispositifs mobiles. Donc, tout le monde a dans sa poche un appareil mobile, que ce soit smartphone, des divers appareils numériques, comme par exemple l'iPad, etc. Et cette émergence rapide, il nous impose ou bien il nous exige de voir l'apprentissage d'une manière plus innovante. Et d'un autre part, ces technologies de l'information et des communications, ils nous offrent aussi une gamme d'outils pour enrichir les stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Et avec l'essor de ces technologies mobiles, il va donner naissance à un domaine qui est assez récent, qui est au stade embryonnaire, c'est le domaine de l'apprentissage mobile. Et puisque c'est un domaine qui est assez récent, il y a plusieurs définitions. Il a passé par plusieurs étapes pour définir ce que ça veut dire l'apprentissage mobile. L'apprentissage mobile, tout d'abord, il était défini comme étant un complément de l'apprentissage qui est formel. Donc, c'est comme une espèce d'un savoir qui délivre un savoir qui est informel. Après, c'est comme un complément aussi ou bien c'est un prolongement de e-learning. Mais moi, la définition que je préfère pour l'apprentissage mobile, c'est qu'on est dans une société mobile et l'apprenant est souvent en état de mobilité ou bien en mouvement. Et par conséquent, ce type d'apprentissage, il faut qu'il soit axé ou bien focalisé sur l'apprenant. C'est la définition de Homelet de 2003 qui définit l'apprentissage mobile comme étant un apprentissage à travers un contexte qui est focalisé sur l'apprenant et qui peut utiliser une technologie, que ce soit fixe ou bien une technologie qui est portable. Maintenant, quelles sont ces technologies mobiles? Elles sont bénéfiques en quel sens pour l'apprentissage? Donc, nous pourrons avoir l'apprentissage mobile à travers soit une évaluation, soit en prenant des images, en enregistrant des informations, soit à travers un contexte bien précis ou bien une situation. Donc, soit à travers, il nous offre un support ou bien une coordination, soit on peut l'utiliser dans un apprentissage qui est personnalisé ou bien individualisé. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut bénéficier de l'introduction de ces technologies mobiles pour l'apprentissage. Mais attention,
ne sont pas toujours bénéfiques. Donc, il faut un scénario, comment les intégrer dans nos activités. Pour le scénario que je vais vous présenter, nous avons comme point de départ deux éléments essentiels. Le premier point, c'était en tant que j'étais enseignant en physique, donc les difficultés qu'auraient les étudiants à comprendre, à appréhender certaines notions de la physique et surtout le phénomène de l'effet photoélectrique. Le deuxième point que nous avons pris en compte, c'est la vision socio-constructiviste de l'apprentissage. Et comme vous savez, donc, la vision socio-constructiviste, il y a la partie qui est socio et la partie constructiviste. La partie socio, nous l'avons illustrée par l'apprentissage collaboratif. Et l'apprentissage collaboratif, c'est une démarche active par laquelle l'apprenant travaille à la construction de ses connaissances. Et pour collaborer, donc, il faut tout d'abord se communiquer, il faut une communication, il faut s'engager et il faut donc se coordonner. Donc, ces trois points qui sont essentiels pour l'apprentissage collaboratif. La deuxième dimension de socio-constructiviste, c'est-à-dire la partie constructiviste, c'est-à-dire offrir aux étudiants un environnement dans lequel ils vont donc manipuler, ils vont donc interagir avec des objets de telle manière à construire leur apprentissage. Et dans ce cas, nous avons pensé donc à la technologie de simulation qui peut, elle aussi, présenter plusieurs apports et plusieurs avantages pour l'apprentissage. Je cite quelques apports de la simulation, c'est la visualisation des phénomènes et multiplication des formes de représentation. Donc on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots et par conséquent, en plus, ces images sont en mouvement, donc ça peut apporter beaucoup de choses pour l'apprentissage. Le deuxième apport de la simulation qu'on peut avoir, c'est une manipulation et expérimentation. Même si c'est une manipulation qui est virtuelle, mais ça reste toujours l'élève, il peut être actif en exécutant les tâches demandées. Il peut être aussi comme un facteur positif dans l'exploration des concepts plus abstraits, comme dans le cas que je vais exposer, le concept de la lumière, c'est un concept qui est abstrait, et avec la simulation, donc, ça peut aider les étudiants à comprendre, donc, c'est quoi la lumière. Et ensuite, d'autres apports, par exemple, effectuer des expériences qui sont dangereuses, ou bien longues, il peut avoir, s'il nécessite plus de temps, ou bien ils sont coûteuses. Un autre rapport de la simulation, c'est le développement des compétences qui sont procédurales de base, ou bien celles qui sont intégrées à la démarche scientifique, comme observer, interpréter, expliquer, etc. Donc, étant donné, donc, nous avons donc la collaboration et les simulations, donc on cherche tout d'abord à élaborer ou bien à concevoir tout d'abord un scénario d'apprentissage mobile. Donc il y avait trois grandes étapes. Il y a tout d'abord le choix et l'adaptation d'une simulation sur une plateforme mobile. Et la deuxième étape, c'était l'élaboration d'un scénario d'apprentissage mobile. Et à la fin, donc, évaluer l'impact du scénario sur l'évolution conceptuelle des étudiants à propos de la notion de la lumière. Le choix de la simulation, il était basé sur une étude. Nous avons établi une grille d'évaluation de toutes les simulations qui se trouvent déjà sur le net, sur le web. Et cette grille, on s'est inspiré des études qui sont faites sur des critères ergonomiques et techniques pour valider et évaluer les simulations, et ensuite sur la revue de littérature qu'on a fait sur les apports de simulation. Et après donc, cette étude, nous avons donc pris la décision d'utiliser la simulation de FET. FET, c'est le nom de Physics Educational Technology de l'Université de Colorado. C'est une simulation. Là, on peut donc varier plusieurs facteurs. On peut varier donc l'intensité de la lumière,
varier la longueur d'onde, et ensuite on peut varier la tension, et en même temps on peut visualiser les différentes courbes, c'est-à-dire on peut visualiser la réponse de nos actions au temps réel. Après avoir donc choisi la simulation, donc nous avons entamé 2 autres études. La première, c'est la mise au point d'un scénario d'apprentissage, mais avec des PC, des ordinateurs de bureau. Et la deuxième étude avec un scénario d'apprentissage mobile avec des ordinateurs de poche, les iPac. Ces 2 études étaient l'objet des publications en 2008 et en 2010. Donc la première étude, c'était avec des étudiants de l'Université de Montréal et surtout le département de sciences de l'éducation. Et il y avait donc, trois ordinateurs, et pour chaque étudiant à son ordinateur. Et avec ce scénario, on veut savoir qu'est-ce qui se passe entre les étudiants, surtout au niveau de coordination, de communication, et lorsqu'ils sont en train d'expliquer le phénomène de l'effet photoélectrique. Et parmi les constats, il y a donc le constat le plus important, c'est celui dernier, c'est que ces ordinateurs personnels PC, ils présentent une contrainte pour les activités en face à face. Et vous savez que l'apprentissage, que ce que ça représente, ces communications face à face, du fait il y a les communications gestuelles et aussi, donc ça peut être plus bénéfique pour l'apprentissage. Donc la solution peut être donc présentée par les technologies mobiles, du fait que lorsque nous avons 3 ordinateurs, et lorsqu'un étudiant 1, il veut communiquer avec l'étudiant 2, donc il y a un espace qui est occupé par les ordinateurs. Et donc ça va gêner la communication entre les étudiants. Et d'autre part, il ne peut pas donc lui transmettre ou bien lui montrer ce qu'il a fait. Donc nous avons pensé donc à intégrer ici donc les technologies mobiles, de façon qu'il va donc faciliter les communications entre les étudiants. Il peut même transporter donc son ordinateur de poche, il peut montrer les résultats à son ami, etc. Donc avec cet avantage, nous avons donc exploité ce scénario d'apprentissage mobile. La deuxième étude, après avoir choisi la simulation et après donc l'outil, ce qui est l'ordinateur de poche, le iPac, on a donc adapté la simulation qu'on a vue tout à l'heure avec l'ordinateur de poche, le iPac. Et donc c'est une image de la première version de la simulation de l'effet photoélectrique sur des ordinateurs de poche. Donc nous avons expérimenté cette simulation avec des étudiants de la première année en génie informatique de l'école polytechnique de l'Université de Montréal. Et nous avons donc enregistré des résultats positifs pour cette étude exploratoire de scénario. Donc une comparaison des résultats de pré-test et post-test montre une augmentation nette des connaissances et une meilleure compréhension de l'effet photoélectrique. Et l'analyse de l'activité révèle que les étudiants se sont montrés très engagés et impliqués dans le processus d'apprentissage. Donc, une fois ces 2 études, ils ont validé le scénario. Maintenant, on a passé pour l'expérimentation de ce scénario qu'on a déjà élaboré à travers ces recherches successives. Donc, la première photo qui est à gauche, c'est l'appareil qu'on a utilisé, c'est le iPac. Et vous voyez donc ce qui est à l'intérieur, donc la nouvelle simulation qu'on a fait sur le iPac. Et donc chaque étudiant il a son iPac, il peut être connecté à un serveur qui est local et qui peut être contrôlé par l'enseignant. Et c'est l'enseignant qui va donc donner l'accès aux étudiants. La deuxième image,
c'est une image de la première page pour l'accès au portail ou bien aux plateformes mobile SIM. Il y a soit tu peux accéder par l'intermédiaire du portail de bureau, c'est-à-dire à partir des ordinateurs de bureau, ou bien on peut l'accéder à partir des appareils mobiles. Donc une fois l'étudiant, l'élève, il entre dans le mobile SIM, donc vous voyez donc la troisième image qui illustre la première page. Donc il va trouver une série des activités. Que vous voyez en bas, il y a donc son nom, le bienvenu tome 1 sur mobile SIM, et la liste des activités qu'il peut donc exploiter ou bien il peut faire dans la science d'apprentissage. Le scénario d'apprentissage, dans ce scénario d'apprentissage, donc nous avons donc séparé deux parties. La première partie, c'est dans laquelle l'élève, il doit donc construire ses connaissances, il doit donc manipuler ce qu'il sait et donc il faut que les étudiants collaborent pour établir une première explication de l'effet photoélectrique. Et donc la première étape, c'est donc présenter la situation problème ou bien la situation d'apprentissage. Nous avons donné aux étudiants le temps pour qu'ils lisent bien et comprennent ce que c'est écrit dans la situation d'apprentissage. Et après, donc il y a formation de 3 équipes. Et puisque dans cette simulation, il y a juste 3 métaux qu'il va expérimenter, donc chaque équipe, elle va donc travailler sur un métal. Donc elle va changer donc l'intensité de la lumière, elle va changer aussi la fréquence, elle va voir les résultats et à partir de ce résultat, donc les étudiants, ils vont donc soit confirmer leurs hypothèses, soit infirmer leurs hypothèses. Et à partir de cette confirmation et affirmation, donc il y a une discussion entre les étudiants. Et à partir de cette discussion, ils vont donc donner une explication qui est élémentaire, ou bien la première explication de l'effet photoélectrique. Et donc cette première partie, nous avons donc juste exploité la simulation. On a exploité aussi le travail collaboratif entre les étudiants, mais la deuxième partie, quand nous souhaitons, donc, c'est exploiter la mobilité. Là, donc, on a fait 3 nouvelles équipes, équipe E1, équipe E2 et équipe E3. Et pour chaque équipe, il y a donc 3 étudiants, et chaque étudiant, il a travaillé sur un métal. Donc, il va transporter, ou bien il va amener avec lui tous les résultats qu'il a fait avec les autres étudiants. Et donc, à partir de cette discussion, bien cette deuxième étape qu'on a appelée la mise en commun, donc ils vont faire une synthèse du travail dans lequel ils vont donc expliquer le phénomène de l'effet photoélectrique. Donc ça, c'est pour le scénario. Maintenant, la troisième partie. Donc, puisque c'est une étude qui était l'objet d'un doctorat, il y a même 3 doctorats qui sont débouchés pour ce projet d'étude. Il y a un doctorat en ergonomie, un autre en informatique mobile et pour les sciences de l'éducation. Donc, pour moi, c'était donc de voir l'impact de ce scénario sur l'apprentissage des élèves. Et donc, ici, nous avons enregistré un gain d'apprentissage qui est très supérieur pour le groupe expérimental par rapport au groupe de contrôle. Nous enregistrons, on a démarré à peu près de 30% pour les 2 équipes, 35%, et après dans l'expérimentation, l'équipe de contrôle a obtenu donc à peu près 45%, et l'équipe expérimentale, c'est à peu près 70%. Donc vous voyez, à peu près, c'est le double, c'est à peu près 35% pour le gain. Nous avons ensuite appliqué un test non paramétrique de Wilcoxon du fait est-ce que ces résultats sont dus au hasard ou autre chose.
Donc, les résultats ils sont très significatifs pour l'équipe, pour le groupe expérimental. Et c'était à peu près la signification asymptotique, comme vous voyez dans le tableau qui est en bas, c'est à peu près 0,01, c'est pratiquement nul. Donc, donc ça nous permet de dire que l'influence était par ce scénario d'apprentissage mobile. Ensuite, nous avons utilisé un gain normalisé de Heck. Sa formule, c'est on le calcule à partir d'un gain qui est brut sur le gain maximal possible. Et, on utilise ce type de gain normalisé pour éviter, par exemple, un élève qui a, par exemple, 15 au début et un élève qui a 5 au début, ils n'ont pas la même chance d'avoir donc progressé dans leur apprentissage. Par exemple, le premier, c'est la 15, il leur reste juste 5 points pour améliorer l'apprentissage. Tandis que le premier, le deuxième, il a 5 points, donc il leur reste 15 points pour améliorer le niveau de son apprentissage. Et donc c'est pour ça qu'on utilise dans le gain normalisé, donc c'est le gain brut qu'on a vu, on le divise par le gain maximal, et toujours les résultats se sont positifs. Ce qui est en rouge, c'est le gain pour le groupe de contrôle, et ce qui est en bleu, c'est le gain de l'équipe de groupe expérimental, et que vous voyez dans les trois types, que ce soit total ou bien concernant les conceptions de la lumière ou bien l'effet photoélectrique, nous voyons des résultats positifs du deuxième groupe qui est expérimental par rapport au groupe de contrôle. Je montre quelques questions qu'on a utilisées pour pré-test et post-test. C'est un questionnaire qui constitue plusieurs questions. Par exemple, la question numéro 10, vous voyez que la bonne réponse c'est A, et vous voyez que ce qui est à gauche, c'est les réponses avant l'expérimentation, et ce qui est à droite, donc, c'est les réponses après l'expérimentation. Et vous voyez que dans cette question, il y a presque une convergence totale des réponses de tous les étudiants. Un autre exemple, c'est concernant la nature de la lumière. Là, on voit un peu les réponses, même après, elles sont un peu dispersées. Ça veut dire qu'il y a toujours des difficultés dans l'apprentissage de la nature de la lumière. Pour la collaboration, nous avons observé une attitude positive, des partenaires motivés, ils sont impliqués. Les communications, elles étaient tout à fait naturelles, notamment les interactions à la fois qui sont verbales et visuelles et gestuelles. Et les activités de collaboration ont favorisé des interactions durant l'expérimentation. Et ici, vous voyez ici donc deux courbes qui montrent la relation entre le gain normalisé et le pourcentage des interactions entre les apprenants. Ici, on a utilisé un logiciel Moray. On a filmé toutes les actions des étudiants et on a donc compté le nombre des interactions entre les étudiants, et donc on a tracé le gain en fonction de pourcentage des interactions. On voit qu'il y a que le gain il dépend fortement des interactions entre les apprenants. On enregistre même un coefficient de corrélation qui est très important de personnes. Avant de terminer, donc, je cite brièvement d'autres rapports, par exemple des dispositifs mobiles. Donc, on a constaté aussi plus d'autonomie pour ces interactions que je viens de montrer. Pour une activité de 4 heures, on a des groupes qui ont appelé au professeur juste 1 ou 2 fois. Tandis que d'autres équipes qui ont effectué la tâche tout seul. Il y a aussi la collaboration, communication face à face. Je peux aussi citer quelques apports, par exemple les apports de la simulation. Il était donc une visualisation du mouvement, des électrons, ici de la lumière, etc. Il y a aussi, nous signalant le côté ludique de l'application. Et voilà, donc, c'est une expérience que j'ai présentée, donc, des résultats. J'ai essayé donc de compiler tous les résultats dans une durée de à peu près 20 minutes. Donc, voilà, merci si vous avez des questions. Merci beaucoup, monsieur.